Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce résumé de cours du chapitre 4 de ce programme de seconde qui s'intitule donc Vers des entités plus stables. Alors, on a déjà vu dans un premier temps la structure d'un atome et donc on va essayer de comprendre dans ce chapitre comment cette structure va nous permettre de comprendre la réactivité des atomes. Pourquoi certains atomes peuvent réagir, d'autres ne peuvent pas réagir. Savoir aussi pourquoi est-ce que certains ions, par exemple, peuvent former des ions positifs avec une ou deux charges et savoir expliquer pourquoi, par exemple, les ions Cl-, la charge des ions chlorure c'est négative et une seule charge et pas deux, et pourquoi pas plus, etc. On va essayer de comprendre aussi comment les atomes font pour se lier entre eux, pour former ainsi des molécules. Alors, première chose, ça va être un résumé de l'histoire de l'atome au XXe siècle. Alors donc, nous, on a déjà vu lors d'une précédente séance cette historique, et puis il y a quelques noms quand même qui sont à connaître. Et donc, ce qu'il faut retenir de l'activité qu'on aura fait en classe, c'est que en fait, la conception de l'atome a beaucoup évolué au cours du temps et qu'elle peut encore une fois évoluer, sauf que jusqu'à présent, toutes les observations que l'on fait viennent confirmer un modèle, et ce modèle, il est là depuis donc 1932. Ce sont les dernières grandes avancées du modèle simple de l'atome. Voilà. Alors le premier, c'est J.J. Thomson qui a créé donc un modèle qui s'appelait le plum pudding, donc le pudding au pruneau. Donc il imagine que la matière, elle, est composée d'électrons négatifs et puis que ces électrons baignent dans une sorte de pâte positive ici pour que l'atome soit neutre. Donc on le représente sous forme de boule avec ici une pâte positive rouge et puis des électrons qui sont négatifs au centre. Donc celui-là c'est J.J. Thomson, Joseph John Thomson. Le deuxième, c'est le modèle de l'atome que l'on connaît, c'est-à-dire avec un noyau positif au centre et puis des électrons qui vont venir orbiter autour du noyau. Alors ce modèle, c'est le modèle de Ernest Rutherford, un physicien néo-zélandais. Et nous, en seconde, on va essayer d'affiner ce modèle, on va essayer de comprendre que en fait, les électrons ne se trouvent pas un peu n'importe où comme ceci, mais sur des orbites bien définies et qu'ils vont se répartir sous la forme de couches électroniques. Et donc ce modèle, c'est le modèle de Bohr que nous, on va étudier en seconde. Il faut bien comprendre que ce modèle de l'atome a encore évolué, mais que, pour pouvoir comprendre un petit peu plus comment il a évolué, ça fait appel à des notions de mathématiques que vous n'avez pas, et donc vous verrez seulement dans le supérieur. En tout cas, on peut quand même, quoi qu'il arrive, connaître le nom de cette représentation. Donc en fait, on s'aperçoit que les électrons, finalement, on ne sait pas trop les définir. Ils sont tout autour de l'atome, dans une sorte de nuage électronique. Et donc les électrons sont... On ne peut plus savoir exactement où ils sont. On va juste calculer ici une probabilité de présence pour savoir où se trouve l'électron. Globalement, on a encore une sphère, un noyau positif au centre, mais en tout cas, les électrons ne savent plus où exactement ils sont. Alors ce modèle, c'est le modèle probabiliste du physicien autrichien qui s'appelait Erwin Schrödinger. Et puis, quelques années plus tard, en 1932, on a découvert que le noyau, en fait, n'était pas seulement composé de protons, mais qu'il était composé aussi de protons et de neutrons. Et cette découverte, on la doit à James Chadwick. Voilà pour ce résumé de l'histoire de l'atome au XXe siècle. Alors, donc, nous, en seconde, on va étudier le modèle, ici, de Bohr. Donc, en fait, les électrons vont se répartir, mais pas n'importe où, sur des orbites bien définies, et sous forme de couches et de sous-couches. Alors donc, justement, nous, on va étudier la répartition en couches, des électrons au sein d'un atome, afin d'établir, ce qu'on appelle la configuration électronique d'un atome. Je mets que en seconde, on se limitera au cas où Z est inférieur ou égal à 18, c'est-à-dire que dans le tableau périodique, on étudiera que les 18 premiers éléments du tableau périodique. Alors, donc je vous mets en introduction, donc les électrons sont répartis donc dans des couches électroniques qui peuvent se découper en sous-couches. Chaque sous-couche va être caractérisée par un nombre, et ce nombre, on va choisir un nombre entier, c'est-à-dire que la couche numéro 1, on va utiliser le chiffre 1, la deuxième couche, on va utiliser le chiffre numéro 2, et ainsi de suite pour la couche numéro 3, 4, 5. Donc ce nombre, ça va être un nombre entier qui va être strictement supérieur à 0. Voilà, donc ça va être pour le numéro des couches, donc c'est 1, 2, 3, 4, donc c'est pas très compliqué. Par contre, les sous-couches, on a décidé d'utiliser des lettres. Alors les lettres que l'on a utilisées, ce sont les lettres S, P, D,
et F. Alors chaque lettre a une signification. Alors S c'est pour simple en anglais, P c'est pour principal, alors la D qui n'est pas à connaître c'est diffuse, et puis pour la F c'est fundament. Alors donc ça vous ne le notez pas, mais donc en fait on va noter ces couches et sous-couches par l'association d'un nombre et d'une lettre. Par exemple ici, eh bien je vais pouvoir, c'est la couche numéro 2, et ici la sous-couche P. Donc je vais noter comme ceci 2P pour le numéro de la sous-couche. Je pourrais avoir la 4S qui existe, c'est comme ça qu'on va noter ces couches et ces sous-couches. Alors la chose la plus importante à retenir pour l'instant, c'est de savoir que chaque sous-couche va contenir un nombre limité d'électrons. Alors il faut se retenir que les sous-couches S vont contenir au maximum 2 électrons. Et il faut aussi retenir que les sous-couches P vont contenir au maximum 6 électrons. Alors, maintenant que je sais ça, je vais pouvoir remplir mes couches et mes sous-couches électroniques. La question ici, c'est petit 2, c'est comment remplir justement ces sous-couches et ces couches électroniques. Pour cela, il va falloir connaître un ordre. Alors, en fait, cet ordre, on peut le retenir comme ceci. Donc, la première sous-couche, c'est la sous-couche 1S. Donc, je vais marquer 1S ici. En deuxième, je vais avoir la deuxième couche. Et donc ici, je vais pouvoir avoir des sous-couches S et des sous-couches P. Donc j'ai marqué 2S, 2P. Ensuite, j'ai la couche numéro 3, donc ça va être 3S, 3P. Alors j'ai aussi une 3D qui existe, mais c'est pas à savoir pour vous. J'ai ensuite la couche numéro 4, donc ça va être 4S, 4P, 4D et 4F. Et donc comment savoir pour faire comment on peut savoir pour pouvoir remplir les couches? Eh bien il va falloir utiliser une règle qui s'appelle la règle de Kleshkovsky, ce n'est pas à savoir. Et donc on va suivre les flèches ici, rouges qui vont être ici. C'est pas très bien fait, je vais le refaire. Donc cette sous-couche ici 1S, 2S, 2P 3S, 3P 4S, 4D 4P, etc. etc. Donc ensuite, si je connais cet ordre, celui-ci est à connaître. Donc quel est cet ordre? La sous-couche première c'est la 1S, ensuite je vais remplir la 2S, ensuite je vais remplir la 2P, ensuite je vais remplir la 3S, et ensuite je vais remplir la 3P. Alors, donc je vais faire cet ordre-là, donc celle-ci, puis si elle est pleine, je vais passer à celle-ci, puis si elle est pleine à celle-ci, etc., etc. Donc on va pour noter que lorsqu'une sous-couche est pleine, ou qu'on pourrait appeler saturée, les électrons restants occupent la sous-couche suivante. Puis, si nécessaire, celle d'après. Et par contre, ce qu'il faut savoir aussi, ce que je n'ai pas dit encore, c'est que les électrons vont se marquer en exposant. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure des 2P, le nombre d'électrons, je peux en mettre jusqu'à 6, mais je peux en avoir 3 par exemple, et ici je peux en avoir 1 si je veux. Je peux aussi avoir des sous-couches qui vont être notées ici comme ceci. Donc ce nombre que j'ai mis ici en exposant, ça va être le nombre d'électrons. Alors rien de vous un exemple pour comprendre ça. Ça paraît compliqué, mais en fait si je connais l'ordre, après c'est tout simple. Alors l'aluminium, son numéro atomique, c'est le numéro 13. Ce qui veut dire que j'ai 13 protons dans mon atome d'aluminium. Mais ce qui veut dire aussi, comme un atome d'aluminium est neutre, que j'ai aussi 13 électrons. Donc je vais prendre ces 13 électrons et je vais les répartir au sein de ces sous-couches. Alors je peux marquer par exemple AL avec le 13 ici, et puis je vais donner ce qu'on appelle la configuration électronique. Donc je vais commencer par la première, c'est-à-dire c'est la 1S. Je sais que dans les sous-couches 1S, je ne peux mettre que 2 électrons. Est-ce que je peux les mettre? Bien sûr. Donc je vais marquer ce nombre d'électrons en exposant. J'ai encore d'autres, puisque j'en ai mis que 2, il me reste encore 11, donc je peux entamer la deuxième. La deuxième, c'est la 2S, que je vais pouvoir mettre, donc le nombre d'exposants, c'est ici 2. Ensuite, c'est la 2P. Alors la 2P, je peux en mettre 6, bien sûr que je peux en mettre 6, donc je vais la saturer. Donc ça vous donne 2 plus 2 plus 6, ce qui vous donne que j'ai donc 10 électrons. Il me reste 3 encore à mettre. Je peux entamer la suivante. C'est la sous-couche 3S. Donc la 3S ici, donc je peux en mettre 2. Et par contre, ensuite, pour la dernière, c'est la 3P. Et cette fois-ci, je ne peux en mettre qu'un seul. Et si je regarde bien, maintenant, j'ai 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 1. Ça me donne 13. J'ai bien réparti mes 13 électrons dans cette configuration électronique.
Voilà. Alors, dernier point ici en ce qui concerne ces sous-couches, en fait, on va s'apercevoir que bien il y a une couche qui est un petit peu particulière. En fait, la couche numéro 1 ici est saturée, c'est-à-dire qu'elle est complètement remplie. La couche numéro 2 ici est complètement remplie. Par contre, la couche numéro 3, elle n'est pas complètement remplie. Donc ici, la dernière couche que j'ai ici, elle est très importante parce que c'est elle qui va permettre de déterminer la réactivité d'un atome. Donc, cette dernière couche, on va lui donner un nom. Ce nom, ça s'appelle la couche de valence. Donc, ce sont les électrons de valence. Et donc, dans le cas précis ici, celui-ci, ça, c'est ce qu'on va appeler donc la couche de valence. En fait, c'est la dernière couche. Pourquoi la dernière couche? Eh bien, si je reprends ma représentation de bord, eh bien, la dernière couche, c'est celle-ci, c'est celle qui se trouve à la périphérie. Et c'est justement là que les atomes vont pouvoir créer, par exemple, eh bien, des liaisons avec un autre atome et ainsi former des molécules. Donc cette dernière couche, elle est très importante. Pourquoi est-ce qu'on fait la configuration électronique? C'est pour pouvoir déterminer cette fameuse couche de valence. Alors je mets petit 3, donc électrons de valence. Les électrons qui donc occupent bien, la dernière couche sont appelés électrons de valence. La dernière couche est donc celle qu'on appelle la couche de valence. Les électrons de valence sont à l'origine de bien, la réactivité chimique d'un atome. Alors, dans l'exemple précédent, donc les couches 1 et 2 sont saturées. Donc, je vais peut-être marquer ça en plus, ça va être mieux. Donc, 1 et 2 sont saturés, puisque j'ai ici 2 électrons dans la couche 1 et je ne peux pas en mettre plus. Et j'ai 2 plus 6, c'est-à-dire 8 électrons dans la couche numéro 2, et donc je ne peux pas en mettre plus. Donc, la couche de valence est la troisième couche. Elle contient donc, si je regarde bien dans la dernière couche, j'en ai 2 plus 1. Donc 2 plus 1 égale 3 électrons de valence. Voilà. Donc ça fait partie des savoir-faire, c'est premièrement déterminer le nombre d'électrons de valence d'un atome. C'est ce que je vous demanderai de faire donc dans les exercices. C'est terminé pour cette première vidéo. Je vous dis à bientôt et au revoir.